Bonjour à tous ceux qui regardent cette vidéo, je suis la commère tatouée et aujourd'hui nous allons nous perdre dans les villes fantômes les plus impressionnantes du monde. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Inquisitor qui a réalisé tous les dessins me représentant. Il possède sa propre chaîne et fait de l'excellent travail, donc je vous invite tous à jeter un œil à son contenu. J'ai décidé de commencer la vidéo avec la ville de Belchite, en Espagne. Une plaine aride et chaude entoure ces quelques monticules de gravats. Plusieurs impacts de balles dans les murs fébriles sont les derniers témoins d'un combat acharné lors de la guerre espagnole. Entre le 24 août et le 7 septembre 1937, les forces loyalistes du parti républicain espagnol et du général Franco dans la guerre civile espagnole livrèrent la bataille de Belchite au sein de cette même ville. Les affrontements étaient d'une violence extrême qui ne laissa aucune chance à la ville et qui malheureusement fut réduite en poussière. Le général Franco décida de ne pas raser les ruines restantes afin qu'elles soient un monument vivant de la guerre. Felisa Salvador, qui avait 12 ans en 1937, se souvient de l'époque où elle vivait ici accompagnée de sa famille et de ses amis. Elle reste l'un des derniers témoins encore vivants à pouvoir raconter les aventures qui régnaient dans ce village lin de vie. Ça me remue de revenir ici. De revoir ma maison. On était 8 frères et sœurs. On a tous été séparés. Là, c'était la maison de la tante Maria. Depuis, nombreux ont été visités ces vestiges du passé. Ce lieu fut même utilisé comme un décor dans le célèbre film de Guillaume del Toro, Le Labyrinthe de Pan. Depuis 2016, le site est totalement interdit car il menace de s'effondrer. Il est par contre possible de s'approcher aux alentours afin de l'immortaliser en photo ou en vidéo, comme le font des centaines de touristes chaque année. Amateurs de western, de cow-boy, mais aussi d'histoires de fantômes, cette ville abandonnée est faite pour vous. Laissez-moi vous présenter Bodhi. Cette ville californienne a été construite pendant la ruée vers l'or en 1860, juste à côté d'une mine d'or. 20 ans plus tard, elle comptait 10 000 habitants. À son apogée, la ville comprenait 2 banques, une fanfare, une voie de chemin de fer et 65 saloons. Fusillades, assassinats et bagarres étaient monnaie courante dans l'artère principale de la ville, longue de 2 km environ. Aujourd'hui, Bodhi est préservé dans un état de délabrement arrêté. En effet, quelques dizaines d'années après sa construction, bien d'autres mines ont été découvertes. De grandes villes furent donc construites à proximité. La mine de Bodhi produisait de moins en moins, ce qui amenait les habitants à quitter la ville pour rejoindre les nouvelles. Au fil des années, il y eut de moins en moins de vie dans la ville. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, quand la dernière mine fut fermée, 6 habitants restaient encore à Bodhi, dont la plupart allaient mourir dans d'étranges circonstances. La légende raconte qu'un jour, un homme assassina sa femme en lui tirant dessus, et que pour venger sa mort, 3 des habitants de la ville tuèrent le mari. Peu de temps après, l'esprit du mari venait rendre visite aux 3 hommes, leur apparaissant sous la forme d'un fantôme et menaçant chacun d'eux de son poing. Suite à cette expérience, ils périrent tous les 3, le corps dévoré par un mal mystérieux. Bodhi devint ainsi une ville fantôme. Seuls quelques gardiens y vivent encore, afin de conserver l'état du lieu, n'étant plus qu'un musée pour les touristes et autres visiteurs. Une légende rapporte que les esprits des anciens habitants de Bodhi protègent les vestiges de la ville, veillant jalousement sur leurs biens. Si un imprudent ose emporter un souvenir de la ville lors de sa visite, ne serait-ce qu'un caillou, alors la malédiction de Bodhi s'acharnerait sur lui, jusqu'à ce que l'objet retourne à sa juste place. Selon le forestier Gibrad Studivan, les anciens visiteurs reviennent souvent à Bodhi pour y remporter les vieux clous et autres souvenirs liés à la ville qu'ils ont emportés, espérant ainsi se débarrasser de la malédiction. Cependant, tous n'ont pas le courage d'affronter le courroux des esprits et la plupart des objets sont retournés dans des boîtes anonymes. Parfois des lettres les accompagnent qui témoignent du désespoir des victimes. Cher esprit de Bodhi, je suis désolé. Il y a 1 an environ, le 4 juillet, je visitais la ville fantôme. J'étais allé plusieurs fois auparavant, mais j'avais toujours suivi les règles. Ce voyage était différent, j'ai ramassé quelques articles ici et là, et je les ai ramenés à la maison.
Cette année, j'y suis retourné et alors que j'étais au musée, j'ai lu les lettres des autres personnes qui avaient ramassé des choses et avaient eu de la malchance. Alors j'ai commencé à penser à l'accident de voiture, à la perte de mon travail, à mes maladies permanentes et aux autres choses qui ont hanté l'année écoulée depuis ma visite et ma violation. Je ne suis généralement pas superstitieux, mais s'il vous plaît, trouvez ci-joint les objets de collection dans lesquels je ne pouvais pas vivre et faites remarquer aux esprits mon grand regret. Signé quelqu'un avec une conscience coupable. Il serait intéressant de savoir si la qualité de vie de ce malheureux s'est améliorée par la suite, mais l'histoire ne le dit pas. Les témoignages de ce genre sont nombreux et il est déconseillé, si vous visitez Bodie, d'emporter un souvenir, ne serait-ce que pour éviter le courroux des gardes forestiers. Cette ville fantôme est beaucoup moins ancienne, Doel, en Belgique. Vous connaissez, non? Mais si, vous avez déjà dû en entendre parler. Un terrain de jeu, le préféré des taggers et des urbexeurs. Encerclé par la centrale nucléaire et le port d'Anvers, le village est un jour amené à disparaître. Malgré la fermeture des commerces et l'exode des habitants depuis les années 2000, une dizaine de riverains y vivent encore. Ce village est devenu mondialement connu. Coin de paradis pour les graffeurs, décor exemplaire pour les clips de rap et photographies de charme. Le village est laissé à l'abandon et vit dans le passé depuis que les riverains furent gentiment contraints de partir moyennant le remboursement du prix de leur maison. Les rues sont désertes, les portes des maisons absentes, les vitres brisées. Doel survit en tant qu'exposition d'art de rue à ciel ouvert. Le week-end, certains touristes affluent. Un appareil photo à la main pour capturer les derniers instants d'un village qui sera bientôt un bassin à marée d'un des plus grands ports européens. Parfois passe un groupe de jeunes, appareil photo en bandoulière, nouveaux explorateurs d'un monde où le temps s'est arrêté il n'y a pas si longtemps. À condition d'escalader un grillage ou de soulever une planche de bois, marcher prudemment sur les sols détrempés, regarder par les fenêtres aux vitres brisées pour tenter de comprendre ce que c'était. Il n'y a pas si longtemps, la vie à Doel. On devine ici une ancienne boulangerie, un cimetière, une jolie église, une station-service envahie par des ronces. On pourrait résumer Doel à ça, un paradis pour amateurs de street art ou d'exploration urbaine, qu'on observe avec la même curiosité avide qu'un plongeur dans une cité engloutie. Voyageons un peu. Nous nous retrouvons maintenant à moins de 2 heures de Shanghai avec la plus grande archipel de Chine. Les îles Chengxi sont une destination touristique populaire qui constitue toujours une importante zone de pêche et qui attire plus de 100 000 pêcheurs chaque hiver. Elle comporte 400 îles, dont une qui va nous intéresser tout particulièrement, Goki, une île magnifique contenant un village abandonné par l'homme. Ce village a été complètement englouti par la nature, principalement du lierre et de la vigne, dont la propagation est favorisée par un climat subtropical, où les températures ne descendent pas sous les 15 degrés au cœur de l'hiver. Les photos impressionnantes du chinois Tang Yuong nous montrent à quel point la nature a repris ses droits. Les maisons se confondent aujourd'hui avec le paysage alentour, laissant alors à l'homme la sensation d'être bien petit face à la grandeur de la nature. Retrouvons-nous maintenant à Coleman's Cop. Non, ce n'est pas le nom d'un Pokémon, ni d'un médicament pour la toux, mais bel et bien le nom de notre nouvelle destination. Fondée par les colons allemands à la fin du 19e siècle et située dans le désert de Namib, en Namibie, collée à l'Afrique du Sud pour ceux qui savent pas où ça se trouve comme moi. Elle a connu ses heures de gloire grâce à l'exploitation du diamant. Elle a atteint son apogée en 1920 puis s'est éteinte doucement au cours du 20e siècle. En 1908, un diamant est découvert. C'est le début de l'exploitation de la zone par les Allemands, qui permet à la ville de connaître une prospérité fulgurante. Après la Seconde Guerre mondiale, suite à l'épuisement des ressources en diamants de la ville, Coleman's Cop fut finalement abandonné en 1954. Au jour d'aujourd'hui, quelques mineurs y travaillent encore, mais la ville est surtout connue par les touristes du monde entier qui viennent visiter les anciens bâtiments envahis par le sable et admirer le décor surréaliste de cette ville fantôme. Et voilà venu le temps de vous parler de cette dernière ville, tristement connue pour son affaire avec Tchernobyl. Voici Pripyat. Tristement célèbre, Pripyat fut construit dans les années 1970, à l'origine afin d'héberger les employés de la centrale nucléaire. Sa population s'élevait à 21 711 habitants en 1979. La ville était alors considérée comme une ville modèle de l'architecture soviétique possédant des logements de bonne qualité, une voirie dans un état correct, ainsi que des équipements culturels, jardins publics, installations sportives, cinéma, théâtre et parc d'attractions qui devaient être inaugurés 4 jours après l'accident. Retrouvons-nous le matin du 26 avril 1986 à 1h23 du matin. Le réacteur numéro 4 de la centrale explose. L'explosion fait voler de nombreux débris radioactifs en l'air.
Rapidement, la population est au courant des dangers des radiations et une période de panique s'installe. Le gouvernement soviétique décide alors de faire évacuer la ville. Pripyat est évacuée au bout de 30 heures, le 27 avril, le lendemain de l'explosion dans l'urgence. Aujourd'hui, Pripyat est une ville abandonnée, devenue un musée témoignant de la fin de l'ère soviétique. À ce titre, la ville est souvent comparée à Pompéi. Contrairement à Tchernobyl, où plusieurs habitants, souvent âgés, sont revenus vivre dans leur foyer, Pripyat reste une ville complètement déserte. Sur la place centrale, la grande roue et les autotamponneuses rouillent sous la végétation. C'est aussi à cet endroit que le taux de radiation est le plus élevé, 72 fois supérieur au taux maximal de sécurité. Les arbres ont envahi les bords de route. Il est possible de visiter la ville depuis plusieurs années, via des agences de tourisme spécialisées. Les seules conditions étant d'avoir au moins 18 ans et d'avoir une autorisation du ministère des situations d'urgence ukrainienne. Et voilà mes petites commères, la vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre nos prochaines aventures.